Donc, pour ce webinaire, on a en termes de déroulé, 5 temps. Je vais rapidement vous rappeler le contexte de la démarche de révision de la charte, les objectifs et les déroulés des actions de concertation des 3e séries d'ateliers, la synthèse des contributions des ateliers territoriaux et comme je disais, un retour sur, l'enquête en ligne et les temps avec les habitants. Et puis en conclusion, on vous, annoncera les suites, de la démarche de concertation et également de révision. Alors un rapide, rappel de la démarche de révision. Alors une révision de charte pour un parc naturel régional, ça s'impose tous les 15 ans avec, des étapes que l'on a déjà, franchies. Donc, lancement officiel avec, un périmètre d'études, une organisation et un budget. On est aujourd'hui sur, la 2e étape, la concertation et la rédaction. On a évalué la charte, on a mis à jour le diagnostic du territoire et on engage la rédaction du projet de charte, du plan parc et des statuts. Et ensuite, à l'issue de cela, on aura un projet de charte qui sera validé en comité syndical, transmis aux régions qui transmettent à l'État et on aura la visite, d'une délégation de la Fédération et du Conseil national de la protection, de la nature. Donc on passe dans, plusieurs étapes, d'avis, de discussion, pour finaliser le projet de charte qui sera soumis à une enquête publique et qui sera au final, mis à la consultation des services de l'État et interministériels et en fin de procédure, toutes les collectivités délibèrent pour, l'adhésion, heu, au parc, par un vote. Et on a, à l'issue de cela, un décret de classement qui est signé par le Premier ministre, qui nous permettent de renouveler notre charte et donc, le label du parc. Donc, un des objectifs, comme l'a indiqué Béatrice, de cet atelier, c'est de vous présenter, les résultats des ateliers de concertation territoriaux qui ont eu lieu donc en décembre 2023. Donc il s'agit vraiment d'une démarche de concertation avec, l'ensemble des socioprofessionnels, des élus sur les différentes thématiques que nous traitons. Il y avait 4 objectifs principaux sur cette 3e vague d'ateliers, hein. Je répète bien, c'est la 3e vague d'ateliers, c'est-à-dire qu'on en a déjà fait 2, une en février 2023 et une en juin 2023. Donc sur ceux de décembre, nous avions 4 objectifs. Premièrement, réaliser un point d'étape sur la démarche de révision et partager l'avancée des travaux, donc avec une volonté donc d'information sur notre démarche. Deuxièmement, permettre aux participants de réagir et de compléter les analyses issues du diagnostic du territoire. Donc, on a notamment présenté les matrices AFOM, donc atouts, faiblesses, opportunités, menaces du territoire, et on a permis aux participants donc de réagir, d'ajuster, éventuellement de corriger ces documents-là. Troisième objectif, s'accorder autour des futurs souhaitables et d'objectifs à poursuivre collectivement. Donc là, il s'agissait d'identifier là où nous souhaitions aller à l'horizon de la fin de la future charte, c'est-à-dire 2041. Et puis, en dernier temps, identifier les premières actions concrètes qui peuvent être mises en place pour atteindre ces futurs, souhaitables, c'est-à-dire que faire pour aller dans la direction qu'on s'est fixée. Et donc tout ça, toute cette matière qui a été recueillie lors de ces ateliers, elle contribue à l'élaboration du projet de charte, c'est-à-dire elle alimente directement le document, final. Les ateliers se sont tenus dans 4 endroits du territoire. Donc là, vous les voyez à l'écran. Un premier atelier à Mout, un second à Saint-Laurent-en-Grandvaux, un troisième à Dortan et puis un dernier aux Rousses. Donc l'objectif, comme à chaque fois, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire et en particulier aussi sur l'ensemble des 3 départements. On a eu donc, plus de 60 participants en réalité, puisqu'on a eu 66 participants au total, avec, il faut le noter, une grosse, majorité d'élus, parce qu'on a eu 60 d'élus, parmi les participants. Et puis ensuite une, représentation variable des différents secteurs d'activité, voilà, le secteur forestier, agricole, touristique, variable en fonction, des ateliers. Le déroulé de ces ateliers territoriaux, alors pour ceux qui n'y étaient pas, hein, ils se déroulaient en 4 séquences. On a eu un premier temps qui était un débat mouvant autour de questionnements clés pour la future charte et l'avenir du territoire. Donc là, l'objectif, c'est de poser une question volontairement un peu
clivante, en tout cas sur un sujet un peu sensible, et d'inviter les participants à se positionner physiquement dans l'espace pour indiquer leur position par rapport à la question posée. Donc ça permet à la fois de s'identifier mutuellement et puis de voir, d'avoir une réponse assez visuelle de la posture du territoire sur la question. Le deuxième temps de cet atelier, c'était une déambulation exploratoire, donc pour alimenter ces fameuses matrices à femmes que j'ai évoquées. Donc là, les matrices étaient affichées directement dans la salle et les participants pouvaient donc les consulter et ajuster, amender, affiner les éléments qui leur étaient présentés. Une troisième séquence qui était un temps de travail en atelier, donc là c'était vraiment en sous-groupe où il y avait des discussions qui étaient menées autour de 3 thématiques: le développement économique et local, la qualité de vie sur le territoire, la protection de l'environnement et des ressources naturelles, et puis un dernier temps qui était un temps de conclusion et de restitution. Donc on va vous présenter les éléments saillants qui sont ressortis de ces ateliers et plus particulièrement ceux qui sont ressortis lors du débat mouvant et lors des travaux en atelier, donc le temps 3. Alors, concernant le débat mouvant, la première question qui a été posée à chacun des ateliers, c'est est-ce que préserver le paysage signifie le maintenir en l'état actuel? Donc, pour toutes ces questions, il y a eu toujours un petit temps de discussion sur qu'est-ce qu'on entend, quels sont les termes. Et ce qu'il a été noté, c'est que l'ensemble des participants sur les 4 ateliers ont partagé collectivement le fait que il était important, effectivement de préserver le paysage, dans le sens où c'est une partie de notre identité, c'est une qualité aussi du cadre de vie et c'est, un des emblèmes du territoire du parc du Haut-Jura. L'autre point, partagé, c'est que lorsqu'on dit maintenir en l'état actuel, dans ce sens-là, c'était pas, retenu comme étant un élément, heu, à à identifier, enfin, la définition de préserver, c'est pas maintenir en l'état, mais c'est plutôt, avoir une approche dans la préservation qui soit construite, dynamique, parce que le paysage est étroitement lié aux activités humaines. Donc forcément, il va évoluer du fait de l'évolution des activités. Il va aussi évoluer parce que, il y a des changements climatiques majeurs qui impactent, les milieux, les habitats et donc les paysages. Donc, l'état actuel des paysages ne doit pas être une référence qui est intangible, parce qu'il y a des paysages qui sont dégradés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les requalifier. Et il y a également, une dynamique liée à l'urbanisation, aux friches, sur lesquelles il faut pouvoir travailler. Donc le maintien des paysages ne doit pas être un frein aux transitions, mais au contraire, un moyen de s'entendre sur, ce qu'est l'aménagement du territoire et le maintien d'une qualité du cadre de vie au sens large. La seconde question du débat mouvant portait sur la gestion forestière avec la question: faut-il privilégier le laisser-faire dans la gestion forestière? Donc, il y a déjà eu des interrogations autour du terme laisser-faire. On a dû, pendant le débat, repréciser ce terme-là. Il s'agit bien de la non-intervention en forêt. Donc, il se trouve que ce qui ressort, c'est que c'est une question sur laquelle les avis sont assez partagés, mais on a une position qui est quand même plutôt opposée à la logique de laisser-faire, avec les arguments principaux et qui sont le maintien absolument et le développement de l'économie forestière, qui est un des piliers économiques du territoire. La notion aussi de prévention des risques, notamment face aux risques incendie et aux risques sanitaires. Et puis le besoin d'accompagner la régénération de la forêt et de suivre l'introduction d'essences, donc qui est incompatible avec le laisser-faire. Il est aussi ressorti, et ça c'était la position des personnes qui étaient assez partagées sur cette question-là, un besoin de gestion différenciée des espaces naturels, avec des espaces vraiment bénéficiant d'une gestion au sens commun du terme, et des espaces plutôt laissés en libre évolution. Et puis, pour les personnes qui se positionnaient comme partisans du laisser-faire en forêt, leur position se justifiait notamment par les erreurs qui ont pu être commises en gestion forestière par le passé. On pense en particulier à la monoculture. Et puis, ces participants-là estimaient aussi que les questions soulevées par le changement climatique trouveraient leur réponse par les solutions proposées par la nature elle-même, sans nécessaire intervention humaine pour contrôler les essences. La troisième question était formulée comme suit: faut-il prioriser les usages de l'eau?
Là, l'ensemble des participants ont partagé leur prise de conscience sur l'enjeu de la disponibilité de l'eau et donc de la nécessaire priorisation. Donc là, il n'y a vraiment pas eu de débat fort sur les termes et sur le positionnement. C'est une priorisation qui est retenue comme étant à venir sur les usages. Donc le partage, c'est une nécessité, surtout en période de tension de la ressource. Il y avait aussi un consensus autour de la priorisation en premier en faveur des besoins humains et vitaux, et puis des actions, des attentes aussi sur les actions de sensibilisation pour mieux faire comprendre en quoi le partage et l'économie de l'eau est nécessaire, et également améliorer les réseaux pour limiter les pertes. Une exigence forte aussi qui a été notée et relevée pour avoir une qualité de la ressource et donc une limitation des pollutions. Et puis également, la préservation de la ressource en eau, c'est aussi une préservation des milieux aquatiques au sens large. Pour tout cela, il faut pouvoir concerter pour prioriser, travailler sur des solidarités territoriales et les activités qui vont être au cœur du débat, ce sont les activités agricoles, de tourisme et industrielles. Et donc, il est vraiment important de travailler en concertation pour cette priorisation de l'usage de l'eau. Par contre, un point de divergence sur la récupération de la ressource. Voilà, là, il n'y a pas eu forcément un consensus entre tous les participants. Faut-il stocker la ressource via une bassine, notamment, ou pas? Donc là, c'est un point sur lequel il faudra continuer à travailler pour voir quel est le bon positionnement par rapport à la priorisation de l'usage de l'eau. Et la question suivante concernait les investissements liés à la neige. Faut-il arrêter les investissements liés aux activités de neige? Donc, hein, on le répète, hein, c'était volontairement des questions un peu clivantes et potentiellement sensibles sur le territoire. Ce qui ressort, c'est que il n'y a pas nécessairement de consensus au sein des participants, mais en tout cas, ce que ça soulève, c'est vraiment la complexité du sujet. Il y a eu des débats assez importants sur le maintien et le financement de certains équipements, comme les canons à neige, les dameuses. Ont été aussi abordées forcément les difficultés à identifier des alternatives économiques aux activités liées à la neige pour plusieurs territoires et un accompagnement nécessaire des territoires et des professionnels pour aller dans cette direction-là. Et puis, un relatif consensus autour de l'arrêt des financements de nouvelles infrastructures. Ça faisait assez peu débat. Ce qui faisait débat, en revanche, c'était la question de la modernisation et de l'entretien des équipements actuels. Donc voilà, pas de consensus fort sur cette question, mais clairement un sujet complexe qui est identifié. On a souhaité aussi donner des résultats, des conclusions un petit peu territorialisées par cette question-là, parce que voilà, on a des réponses forcément qui sont différentes entre les 4 ateliers. Sur Saint-Laurent-en-Grandvaux, les points de vigilance ont surtout été exprimés autour de l'impact du ski nordique sur la biodiversité et le fait que ça ne constitue pas nécessairement la solution miracle par rapport au ski alpin. Au niveau des rousses, il y a des attentes fortes qui ont été formulées en faveur d'un changement d'échelle dans les investissements financiers, et en fait des changements qui sont déjà en cours, c'est-à-dire que les investissements aujourd'hui se font aussi au regard des retombées économiques plus faibles sur le territoire, sur cette activité-là, et puis des temps d'amortissement qui sont plus longs, donc ça c'est vraiment à considérer. Et puis privilégier aussi les investissements qui profitent toute l'année au territoire et pas simplement en période hivernale. Sur Dortan, a été souligné l'accompagnement indispensable au changement, au regard notamment de l'attachement du territoire à l'activité neige et vraiment au fort caractère identitaire de cette activité sur le territoire. Et puis, à nouveau, le sujet de la difficulté à identifier des alternatives économiques viables et réalistes en alternative donc aux activités de neige. Et enfin, sur Mout, l'investissement, la priorisation sur les investissements du tourisme 4 saisons ont été soulignés et puis, également la transition progressive en fonction de la neige. Donc l'idée étant de ne pas, arrêter tant que cela est encore possible. Dernière question dans le débat mouvant, toujours aussi clivante. Faut-il de nouvelles productions agricoles
La ligne qui a été partagée, c'est la diversification, oui, mais pas que. Donc, point de vigilance important pour le soutien aux nouvelles productions. D'une part parce que il faut pouvoir maintenir les productions existantes, les adapter et également s'attacher à transmettre les exploitations. Donc ça, c'est un premier point qui a été vraiment partagé sur les 4 territoires. Donc le soutien aux nouvelles productions, ça génère des craintes au regard des potentiels. Voilà, une perte de foncier par rapport aux productions actuelles. Quel modèle économique? La question de la filière comté a été au centre des débats. Donc trouver un bon équilibre entre modèle rémunérateur, identitaire et nécessaire souveraineté alimentaire. La majorité des participants sont favorables à la diversification, au développement notamment du maraîchage, parce que, il a été partagé le fait que nous avons un territoire avec du potentiel et qu'il faut, renforcer l'autonomie alimentaire sans viser une autonomie, au sens, exclusivité. Et le projet alimentaire territorial du PNR a été cité comme étant, une stratégie, un travail qui devait continuer à être, poursuivi pour faire, débat sur ce sujet de la diversification des productions agricoles. Voilà, donc nous vous avons présenté pour le moment donc les conclusions, les éléments saillants qui sont ressortis sur la première séquence des ateliers, donc les débats mouvants. Et on en vient maintenant à une synthèse des éléments qui sont ressortis des travaux en sous-groupe. Donc il s'agissait, par grande famille thématique, donc 3 familles comme vous le voyez à l'écran qui ont été identifiées, de discuter des futurs souhaitables et des actions concrètes. Donc où veut-on aller sur chacune de ces thématiques et quel est le chemin à, suivre pour pouvoir y accéder? Donc les 3 thématiques sont la qualité de vie sur le territoire et elles regroupent les thématiques des mobilités, de l'urbanisme et de l'habitat, de la culture et de l'innovation sociale notamment. La deuxième thématique, le développement économique et social, pour évoquer l'agriculture, la sylviculture, le tourisme, l'industrie et les entreprises au sens large. Et enfin, la protection de l'environnement et des ressources naturelles, où là on englobe la biodiversité et les milieux naturels, mais également l'eau, les paysages et l'énergie. Voilà, on avait nécessairement un besoin de pouvoir regrouper pour évoquer ces différents sujets. La première thématique, donc la qualité de vie sur le territoire, est premièrement la thématique des mobilités et de la matière territoriale. Là, vraiment, ce à quoi tendent, ce vers quoi souhaitent tendre les habitants, pardon, sont tout d'abord une plus faible dépendance à la voiture individuelle et par ailleurs, un territoire de proximité avec donc des villages vivants et attractifs et l'ensemble des services vraiment à proximité. Les actions donc qui sont évidemment, hein, des actions, non exhaustives. En tout cas, ce qui a été, souligné dans l'échange par les participants, sont les points suivants. C'est la rouverture des lignes ferroviaires avec le soutien des régions, le développement du covoiturage et de l'autopartage, notamment pour les développements avec la Suisse, la généralisation de l'initiative Réseau Pouce et de toutes les solutions innovantes de mobilité qui sont développées par le parc, et puis le maintien et le développement des services et des commerces de proximité sur les centres, de villes et villages. Sur la thématique urbanisme et habitat, 2 points saillants, 2 points objectifs. Une offre de logement de qualité et accessible financièrement au plus grand nombre et puis un patrimoine architectural identitaire de qualité et adapté à l'environnement avec donc pour y accéder à la fois la rénovation du patrimoine bâti ancien, donc résorber les logements vacants et adapter les bâtis aux nouvelles conditions climatiques. Ensuite, la lutte contre le développement des résidences secondaires et l'identification de solutions pour loger les travailleurs saisonniers. Et puis enfin, une thématique autour de la construction légère et du soutien à l'innovation pour, avancer sur, ces modes alternatifs d'habitat. On a également donc sur cette thématique, le sujet de la culture et du vivre ensemble avec là vraiment une forte, attente sur une cohésion sociale renforcée, une volonté aussi que les habitants puissent rester sur le territoire et que le territoire soit toujours soit un territoire ouvert et qu'il soit capable d'accueillir des populations extérieures et puis une attente aussi pour une population, intergénérationnelle et donc un lien intergénérationnel fort sur le territoire.
Pour ça, ce qui était suggéré, c'était de renforcer les actions du parc en direction des jeunes, de développer les lieux hybrides de rencontres et puis de soutenir la mise en réseau des acteurs au sens large. Et enfin, le quatrième point sur ce sujet, qualité de vie sur le territoire, c'est le sujet de la gouvernance, avec vraiment un parc, qui, dans l'idée, devrait être plus proche des habitants et de toutes les initiatives citoyennes qui peuvent apparaître sur le territoire. Et puis un parc aussi qui soit à la fois connu, parce que c'est pas toujours le cas, et reconnu, par le plus grand nombre. Avec donc comme, idée d'action, on peut renforcer l'association des citoyens aux instances du parc et aux décisions locales. Soutenir aussi les actions citoyennes et collectives, en apportant par exemple de l'ingénierie ou en prêtant du matériel. Proposer des actions concrètes qui permettent aux habitants de s'impliquer auprès du parc et des collectivités. Et puis davantage valoriser et promouvoir l'identité des territoires et faire connaître le parc via donc des actions de communication, la présence des équipes aussi du parc, sur le territoire. Donc ces réponses ont été aussi, territorialisées parce que tout n'est pas ressorti, à chaque endroit. Sur Saint-Laurent-Grandvaux, la question de la production agricole locale diversifiée a été soulignée. La densification, en tout cas la dentité, urbaine également a été évoquée avec le fait que ça devienne finalement un sujet plutôt désirable, contrairement à ce qu'on pourrait, attendre. Et puis, une attente aussi sur une conduite de changement qui soit globale et collective. Sur le secteur des rousses, ce qui a plutôt été souligné, c'est, la poursuite et le soutien à toutes les actions en faveur de la découverte et de la préservation des patrimoines naturels, donc comme ce qui peut déjà se faire, hein, à travers les actions de maraudage, d'éco-guides, ce qui va être balisage, signalétique, panneaux d'information. Également la promotion des savoir-faire du territoire, une forte attente sur ce sujet-là. Concernant le secteur de Dortan, on a plutôt évoqué le sujet du numérique comme sujet à ne pas oublier et à davantage questionner pour construire, l'action. Également la communication, ça revient régulièrement. L'importance de rapprocher le parc des habitants, hein, pour un territoire qui est en périphérie du périmètre. Et puis, a été également évoquée la mise en œuvre d'une monnaie locale sur le territoire pour favoriser donc les circuits courts et l'économie locale. Sur le secteur de Mout, un besoin de renforcement d'implication citoyenne a été formulé, notamment dans les instances du parc et ou à l'échelle communale. Les chartes architecturales ont été évoquées pour favoriser leur élaboration et puis leur application. Et puis, voilà, sur un secteur, transfrontalier, viser à un objectif de 50 de travailleurs transfrontaliers, qui auraient recours au covoiturage. Alors sur le deuxième thème, le développement économique et local qui nous a permis d'échanger sur l'agriculture, la sylviculture, le tourisme, l'industrie et les entreprises au sens large. Pour les futurs souhaitables, donc que souhaitons-nous pour 2041 pour les industries et les entreprises? Ben, c'est avant tout maintenir et développer une économie de proximité, donc résiliente et rémunératrice pour le territoire. Concevoir et imaginer un territoire comme un bassin d'emploi fonctionnel et développer l'attractivité socio-économique du territoire. Quelles actions plus concrètes? Bah, c'est de s'appuyer sur les activités industrielles existantes, donc la qualité de notre économie, et de nos industries, l'artisanat, l'entrepreneuriat. C'est faire connaître et reconnaître le territoire pour son excellence et ses savoir-faire. Donc, le territoire de parc est un territoire, vu comme, et attendu comme un démonstrateur de projets, un territoire où il y a des formations, des liens avec, les universités. Il y a aussi des pistes pour développer les transversalités entre les filières, accompagner à la mutation des activités économiques, toujours en faveur d'une plus grande résilience et accompagner globalement au changement les acteurs économiques. Ça peut passer par l'animation de clubs métiers, d'animation de réseaux professionnels et puis aussi la valorisation des réussites, à la fois pour les entreprises et les acteurs et toujours renforcer l'offre de formation en lien avec les structures économiques. Il y a vraiment des éléments plus forts entre économie et formation sur notre territoire. Pour l'activité et l'économie agricole,
comme ça a été dit lors des questions et débats mouvants, à l'avenir, on n'a plus de problématique pour la transmission des exploitations agricoles. On a une agriculture qui poursuit sa participation à la qualité de vie des habitants et on a un système de polyculture avec des débouchés locaux et rémunérateurs. Quelles actions plus concrètes ont été évoquées par les participants? Il y a le renforcement des liens entre tous les acteurs de cette filière agricole, le parc et les chambres d'agriculture notamment, pour agir face aux problématiques de transmission. Rapprocher les acteurs du monde agricole au lycée, donc toujours cette entrée de formation qui a été aussi notée comme importante pour l'activité économique et la pérennité et l'évolution de l'activité agricole, la sensibilisation aux cédants et l'adaptation aux attentes des potentiels nouveaux repreneurs. Donc vraiment un dialogue renforcé pour cette transmission, cette reprise et cette formation. Le soutien notamment financier des expérimentations, parce que lorsqu'on expérimente, on peut aussi ne pas arriver et aboutir, et notamment en matière de gestion de l'eau, et accompagner les agriculteurs vers l'agrotourisme. Concernant le développement... Ah, j'ai un petit problème de micro, visiblement. Je continue, mais je sais. Ouais, il doit y avoir un micro ouvert peut-être. Ouais. Excusez-moi, voilà. Comme ça? Voilà. Ouais. Je continue. Le développement économique local sur le tourisme. On envisage et on ambitionne un tourisme de qualité et de longue durée, un tourisme avec des impacts limités sur l'environnement, qui est aussi lié à des actions de sensibilisation. Donc ça fait référence notamment à notre programme qui étude attitude, un tourisme qui est adapté aux nouvelles conditions climatiques et qui génère des retombées économiques. Pour cela, on développe un tourisme 4 saisons, ce qui est déjà le cas sur certaines parties du territoire de façon plus significative. On développe un tourisme aussi du bien-être. On met en valeur un petit patrimoine, les belvédères, les points de vue en lien avec la qualité des paysages. On accompagne le recours aux mobilités douces pour les déplacements touristiques et on fait la promotion des activités hébergeurs qui sont engagés. Donc il a été évoqué l'extension de la marque Valeur Parc, qui est vraiment la marque et le label de qualité pour toutes nos activités économiques dans les parcs naturels régionaux. Et on met en place des zones de quiétude pour protéger certains espaces à certains moments de flux touristiques trop importants. Pour la sylviculture, c'est un enjeu économique majeur puisque 2/3 du territoire sont couverts par la forêt, avec un grand F. On a un territoire forestier qui est porteur d'un modèle économique renouvelé, une conservation de l'économie forestière en 2040, la valorisation locale du bois et la valorisation des métiers liés à la sylviculture. Pour cela, des actions de sensibilisation autour de la forêt, de sa gestion, et aussi une sensibilisation des habitants pour qu'ils puissent mieux comprendre le fonctionnement de ce milieu et de ces habitats et de cette filière. On fait connaître aussi les métiers de la sylviculture auprès des jeunes pour résorber le manque de professionnels. Donc, c'est le métier des bûcherons qui a été cité et on fait de la pédagogie sur les pratiques de gestion sur le territoire du parc. Alors, quelques différences hein, sur les 4 ateliers. Alors, à Saint-Laurent-en-Grandvaux, lorsqu'on a parlé d'économie, on a plutôt parlé d'autonomie énergétique et développement de solutions de mobilité qui sont des prérequis au développement économique local. Et également, l'économie forestière et agricole ont été au cœur des échanges entre les participants. Pour les Rousses, c'est l'économie de proximité résiliente qui a été soulignée, adaptée à la disponibilité des ressources. Un besoin d'accompagnement au changement pour les acteurs économiques pour trouver et rechercher des complémentarités entre les filières et les activités pour vraiment s'inscrire dans une mutation durable et engager avec l'ensemble des acteurs économiques des discussions pour partager le futur désirable. Il y a été aussi, c'est pas noté, mais forcément fait mention de l'économie touristique, un peu plus aux Rousses
qu'à Dortan, par exemple. Heu, à Dortan, c'est comme à Saint-Laurent ou Rousse, l'agriculture, sylviculture et tourisme qui ont été au cœur des échanges. On a une attente forte de sensibilisation, du parc auprès des touristes pour limiter les impacts sur l'environnement et également des problématiques de reprise des exploitations agricoles et de main-d'œuvre dans l'économie forestière et là aussi de l'information, de la pédagogie pour valoriser, l'attractivité des métiers. Pour, Mout, c'est l'adaptabilité au changement climatique qui a été notée comme une priorité, la diversification des productions agricoles et l'autonomie alimentaire et énergétique également. Là encore, l'accompagnement, pour la transmission des activités et des exploitations agricoles ou des entreprises et un soutien à renforcer en direction de l'économie forestière. Alors, sur la troisième et dernière thématique, donc qui concerne l'environnement et les ressources naturelles, on a d'abord évoqué le sujet de l'eau, enfin, plutôt le sujet de l'eau a été évoqué en premier lieu, avec comme futur souhaitable pour 2041, un ensemble de cours d'eau qui ne sont pas pollués, une meilleure gestion et une meilleure disponibilité de la ressource en eau, avec notamment des leviers pour stocker l'eau et puis une bonne gestion, donc c'est lié à une bonne gestion et récupération des eaux de pluie. Pour arriver à ce futur-là, les actions qui ont été, indiquées seraient déjà réaliser des économies d'eau sur les réseaux, donc les réseaux d'eau pour atteindre 100 de rendement, donc empêcher les fuites. Œuvrer aussi pour une meilleure interconnexion des réseaux, pour notamment mutualiser la ressource en eau et avoir vraiment un point d'attention sur un partage équilibré et solidaire, pardon, de la ressource eau sur le territoire. Créer également des indicateurs pour à la fois évaluer les besoins en eau et puis collecter des informations sur l'eau, sa qualité, sa quantité, et donc sa ressource au final sur le territoire. Réaliser aussi une veille technologique et scientifique sur les moyens, qui pourraient être déployés, par le à l'avenir, pour une meilleure indépendance sur l'eau et puis sensibiliser globalement sur la bonne utilisation de la ressource en eau, donc mener des interventions pédagogiques par le parc au sein des établissements scolaires, par exemple. Sur le sujet de la biodiversité et des milieux naturels, on a 2 gros points qui ont été, qui sont ressortis en points saillants. C'est, changer de paradigme, replacer l'homme, parmi les vivants et puis garder une forte richesse en espèces, comme on l'a actuellement et mettre en place un système de comptage objectif des espèces. Donc les actions qui ont été, identifiées pour atteindre ce futur, souhaitable, c'est premièrement être au sein du parc, au sein du territoire parc, un véritable laboratoire d'innovation qui permette de généraliser des solutions alternatives aux actions qui ont des impacts sur l'environnement. Donc, par exemple, mettre en place des zones d'accélération de la biodiversité, renforcer les échanges avec le parc vaudois et les autres territoires pour trouver ces solutions, appliquer, voire renforcer le cadre législatif, renforcer les contrôles et puis deuxièmement, donc éduquer sur le vivre avec la nature et le vivre ensemble, donc informer, former, sensibiliser pour accepter, développer, la résilience et l'adaptation, donc acculturer le territoire pour s'approprier aussi ces thématiques-là. Donc avec par exemple, animer des journées collectives d'inventaire, organiser des temps d'échange et d'information, animer des fresques du climat, des fresques de la biodiversité, des défis d'adaptation auprès des habitants du territoire, organiser des temps festifs sur la thématique de la nature ou encore recourir à des expositions itinérantes et des vidéos pour sensibiliser. D'un point de vue, territorialisation de ce sujet-là, sur la zone de Saint-Laurent-en-Grandvaux, c'est le seul atelier en réalité où cette thématique-là a été directement abordée par un groupe, parce qu'il y avait plus de monde, plus de participants et donc il y a un groupe qui a pu se concentrer sur ce sujet-là. Sur les 3 autres ateliers, donc le sujet a plutôt été abordé dans une approche transversale, puisqu'il a été abordé via des sujets, qui concernaient plutôt la qualité de vie sur le territoire, donc en lien notamment avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la limitation des besoins énergétiques via des actions sur la mobilité et le logement et puis également via l'entrée économique en favorisant et en plébiscitant donc le développement d'une économie qui réduirait ses impacts sur l'environnement et qui réduirait également ses besoins en ressources naturelles. Voilà, on vous a présenté les éléments, saillants en conclusion de cette séquence en sous-groupe. Alors je répète, on l'a indiqué
en préalable, mais on le répète que voilà, il s'agit des éléments qui ont été partagés par les participants. On vous les a livrés de manière synthétique, mais telle quelle, sans trier ou sans prioriser. Et il s'agit vraiment, nous, d'une matière parmi d'autres, évidemment, qui va alimenter à la fois les réflexions et puis les décisions politiques derrière. On souhaitait également, lors de ce webinaire, vous rendre compte des différents temps de concertation avec les habitants qui ont eu lieu sur les territoires. Et donc, il y a un premier format qu'on va vous présenter, c'est les temps immersifs, donc qui consiste en fait à aller sur des endroits où on aura potentiellement des chances de rencontrer des gens qui ne sont pas très au fait ni de l'existence du parc, ni de ses missions. Et l'idée, l'objectif est double, c'est à la fois d'informer, c'est-à-dire de porter de l'information sur le parc, ses rôles, ses missions, ses actions et évidemment la procédure de révision de charte. Et dans un deuxième objectif, c'est de collecter aussi les attentes, les besoins, les visions, les mécontentements aussi parfois, qui peuvent, s'exprimer autour de l'action du parc. Donc 4 temps ont été réalisés. On a un premier temps qui a été réalisé au lycée, Victor Bérard de Haute-Vienne, donc là avec un public jeune ciblé évidemment. Un deuxième temps à la médiathèque d'Oyonnax, ensuite un temps en supermarché à Mout et puis enfin une permanence au marché de Noël de Moirans en Montagne. Donc l'objectif, c'était de couvrir l'ensemble du territoire, de viser aussi différentes cibles. C'est comme ça qu'on a choisi les lieux. Sur le lycée Haute-Vienne, donc forcément, on a eu, des jeunes avec des profils variés, c'est-à-dire, des jeunes qui venaient du territoire ou parfois qui venaient de plus loin, notamment pour les formations liées à l'optique. Il y avait assez peu, voire pas de connaissance du parc, si ce n'est via les éco-délégués. Et les sujets qui sont vraiment le plus revenus, c'est les sujets autour de la mobilité, avec voilà, le manque, le peu de solutions qui sont proposées en dehors de la voiture individuelle, ce qui limite fortement, le déplacement de ce public-là. Et puis les activités avec voilà, finalement, les jeunes qui déploraient à la fois un manque d'activités hors, activités liées aux milieux, aux pratiques sportives et même pour ces pratiques sportives, à la fois une difficulté d'accès en termes de déplacement, une difficulté d'accès en termes financiers aussi pour pouvoir réellement accéder à ces activités-là. Au niveau de, la médiathèque d'Oyonnax, ce qui ressortait vraiment, c'est, un sentiment, assez à l'écart, en fait, de cette population-là, du fait du statut de ville porte, hein, d'Oyonnax. Donc les participants étaient extrêmement bienveillants par rapport à ce qui leur était, présenté et en même temps, se sentaient assez peu légitimes pour contribuer, avaient assez peu de connaissances et se sentaient peu légitimes pour contribuer à donner leur avis sur ce qu'ils attendaient du parc. Au niveau du supermarché, donc à Mout, donc là, on a eu vraiment des profils très variés, personnes âgées, touristes, jeunes, des personnes qui globalement connaissaient le parc. En tout cas, on avait bien entendu parler parce que généralement, c'était des habitants aussi de longue date du territoire. Les sujets qui ont vraiment été le plus abordés sont premièrement l'urbanisme et la vie du territoire, donc forcément avec des personnes qui remarquent, une augmentation, du nombre de transfrontaliers et de toutes les conséquences que cela peut avoir sur le territoire, notamment en termes d'urbanisation, en termes aussi de problématiques de recrutement et de difficultés de maintenir une vie sociale, notamment associative sur leur territoire. Et puis le deuxième sujet qui est vraiment sorti de force, c'est l'agriculture, avec un besoin qui a été exprimé de renouvellement des pratiques et d'adaptation aussi des activités agricoles aux nouveaux enjeux du territoire. Et puis sur le dernier temps, donc sur Moirans-en-Montagne, donc ça c'était sur toute une journée, alors que c'était sur moins longtemps sur les autres séquences. On a eu, une très bonne participation, parce qu'on a eu, près de 100 personnes qui ont pu être interrogées avec des profils assez diversifiés. Toute génération, généralement provenant d'autour de Moirans, avec une vision, très positive du parc. Un parc plutôt connu et reconnu et puis des sujets qui ont surtout, concerné le côté, économie, et société, sur ce temps-là. Alors, un autre élément, que l'on souhaitait vous partager et dont on souhaitait vous partager les résultats, c'est l'enquête en ligne. Donc, on avait travaillé sur un certain nombre de questions à destination des habitants du parc. Donc l'enquête en ligne a été, lancée, plusieurs semaines. Donc on a eu un bon score, par rapport à d'autres enquêtes en ligne dans d'autres révisions de chartes de parc. Donc, 769 répondants. Et je vais vous présenter un petit peu les profils et les réponses. Et le questionnaire a été construit avec des éléments qui nous permettent
percevoir par les habitants ce qu'est le parc, comment ils abordent la question du changement climatique et des changements de comportement, quelle est l'implication actuelle aujourd'hui qu'ils ont au sein du territoire et qu'ils voudraient avoir aussi, et puis quels défis, de leur point de vue, il faut relever sur ce territoire de parc. Donc en premier lieu, les répondants. Les répondants, bon, en majorité, ce sont des retraités qui ont répondu et des cadres, et puis ensuite des employés. Donc on a, dans le bas du tableau, les étudiants, les agriculteurs, les ouvriers, et les autres. Donc on a une sous-représentation des ouvriers et des professions intermédiaires et une surreprésentation des cadres et des professions intellectuelles supérieures. À noter aussi qu'on a 12, de l'ordre de 13% de répondants qui sont des élus locaux et 26% des répondants qui font partie d'une association ou d'un réseau professionnel qui travaille ou qui a une action en faveur de la préservation de l'environnement et de la vitalité du territoire au sens générique. Et 45% des répondants se sentent concernés par les actions et les missions du parc dans leur activité professionnelle. On a eu une plus faible participation des jeunes. Vous voyez qu'on a 5% de moins de 18 ans, 3%, 4% de 18-25 et 14% de 26-35. Donc en lien avec le profil socio-professionnel, on est sur qui sont plutôt des actifs ou des retraités. On a en majorité des 36-50 ans et jusqu'à 64 ans qui ont répondu à notre questionnaire. Donc c'est des éléments importants pour comprendre aussi la suite des réponses. La perception du parc. Alors la majorité de ceux qui ont répondu à notre questionnaire se sentent appartenir au parc, à 71%. Ils ont une connaissance des actions du parc qui est moyenne, et certains pas du tout. Donc ce qui est intéressant, c'est-à-dire que je réponds à un questionnaire, mais je ne connais aucune action, donc c'est plutôt positif pour nous que d'avoir ce type de réponse aussi, ce qui a un intérêt. Quelle est l'image la plus emblématique pour vous des actions du parc? Donc ça a été formulé en ce sens. C'est l'image de la montagne, des bois, des prés, vous voyez, qui ressort en premier, 43% des répondants. Image indique que c'est vraiment cette photographie de paysage identitaire qui traduit ce qu'est le territoire du Haut-Jura. Ensuite, il y a les tourbières aussi, les cours d'eau, ou les activités de promenade, vous voyez, au milieu, qui sont les plus plébiscitées en termes de photographie la plus représentative de ce qu'est le parc. La perception des actions du parc. Donc, pour certains, en majorité, on connaît le parc et on a une perception plutôt neutre, négative, moins de 5% et très positive, 10%. Donc, on a plutôt des réponses dans la moyenne. Comment vous participez aux événements organisés par le parc? Oui, oui, 30, enfin moins de 30% et non, 71%. Donc pas de participation aux événements, notamment les rendez-vous du parc. Et lorsqu'on participe, ce qui a été cité, c'est les réunions, les comités syndicaux, puisque je vous rappelle qu'une part des répondants sont des élus, donc ils connaissent le parc via les instances comités syndicaux notamment. Et puis la fête du parc, les rendez-vous du parc sont aussi cités comme des événements auxquels les habitants participent. De quelle nature, quelle est la nature des événements qui sont fréquentés? Les conférences sont bien connues, les expositions aussi, que ce soit à la maison du parc ou peut-être des expositions qui sont hors les murs. Les sorties nature en lien avec les rendez-vous du parc. Donc voilà, ce sont des événements qui sont fréquentés. Ciné, échange un petit peu, des ateliers aussi que l'on propose dans le cadre des rendez-vous du parc ou les ateliers dans le cadre de la révision de la charte, ça pouvait aussi être compris comme ça, sont aussi mentionnés. Et demain, quelle implication future avec le parc et quelles attentes? Donc, en termes d'attente, la majorité souhaite être informée et s'impliquer de manière ponctuelle. On verra de quelle façon. Ensuite, on a uniquement de l'information qui est attendue.
pas d'implication à 10%, et puis ni être informé, ni s'impliquer pour 6,20% des répondants. Si je m'implique comment? Eh bien, la majorité, c'est je participe à des actions en faveur de la préservation du territoire, comme des chantiers de plantation, des opérations de décharge, voilà, tout ce qui est lié à l'action ponctuelle. On n'imagine pas trop loin de son lieu de vie. Donc ça, c'est une projection en termes d'action et de travail avec le parc pour les habitants. Et puis, ensuite participer à des rencontres, du type atelier, réunions publiques. Ça, c'est aussi, un élément qui a du sens pour les habitants à 43,8%. Pour l'information, l'autre volet, c'est être informé, via la newsletter, via des communications de proximité, donc des documents, plus, liés à la vie, de sa collectivité, heu, ou sur un sujet, via des associations. Le site, internet du parc, c'est aussi un canal de communication qui est retenu. Les réseaux sociaux aussi se développent. La presse, qui a certains articles, les courriers, un peu moins, les podcasts moins. Voilà, c'est aussi lié au profil des répondants. N'oubliez pas le stade des taux de très jeunes, peut-être que c'est lié, aussi à ces scores sur les réseaux sociaux. Mais je ne veux pas faire de raccourci. La propension à adapter son comportement au changement climatique, donc comment je peux agir? Et lorsqu'on parle de changement climatique, de ses conséquences, c'est très clair pour, 56% des personnes qui ont répondu. Ça l'est un peu moins, pour 29%, et vraiment, c'est la majorité, des répondants pour lesquels il y a pas de questions sur cette notion de changement climatique. Donc on a un public qui a répondu, qui est sensibilisé au changement climatique, qui est préoccupé par l'épuisement des ressources, et puis par le recul de la biodiversité. Donc ce sont des éléments qui sont, sur le petit diagramme à côté. Heu, Comme je disais, voilà, épuisement des ressources, notamment, de l'eau, 46%, c'est une vraie préoccupation. Le recul de la biodiversité, c'est également très partagé. Le dépérissement forestier à 36,80%, tout ce qui est pollution, accumulation de déchets, les phénomènes climatiques, aussi sont notés comme, une préoccupation du quotidien. Changement climatique au sens large, la pollution de l'eau ressort aussi à 26%, pollution des sols, et pollution de l'air. Donc, la préservation des ressources, de la biodiversité est vraiment au cœur des répondants à notre questionnaire. Et une des dernières questions, c'est, la propension à adapter son comportement au changement climatique. Donc, quelles sont les attentes des répondants sur, comment faire? Donc, pour les personnes qui ont répondu au questionnaire, ils sont prêts à expérimenter des nouvelles solutions, individuelles ou collectives. Ils sont en attente de fonds, donc de financement pour mener des actions, là plus au sens collectif. Ils sont prêts à, participer, à des ateliers d'accompagnement, aussi pour expérimenter, ou de formation pour, apprendre et mettre en œuvre les bonnes pratiques. Ils sont motivés pour relever des défis collectifs, défis alimentation, zéro déchet, mobilité, zéro carbone, par exemple. Ils sont aussi intéressés pour échanger avec des personnes inspirantes, donc des conférenciers, des retours d'expérience, des débats. Ils sont aussi, concernés, informés pour bénéficier de campagnes de sensibilisation qui soient largement diffusées, voilà, qui puissent aussi relayer via les réseaux, et avoir une information, renouvelée, sur le site internet du parc. Donc dans la réponse autre, les répondants ont notamment exprimé la nécessité de passer à l'action. C'est vraiment ce qui ressort, c'est agir, s'impliquer concrètement, pour, en faveur des actions des pouvoirs publics, et cette action doit être en cohérence avec les discours. Donc on a une appétence pour agir localement en tant qu'habitant du parc.
On a aussi relevé, enfin noté comment, donc quels seraient les besoins que les habitants, quels sont les besoins pour modifier son comportement. Ça recoupe un peu ce que je viens d'expliquer, c'est être inspiré par un engagement coordonné, des actions exemplaires menées par des entreprises ou des pouvoirs publics, donc faire avec, donc être partie prenante. Ne pas être impacté financièrement par son changement d'habitude et de mode de vie. Et au contraire, même faire des économies. Donc, économie de carburant a été citée via un usage du vélo. Mener collectivement des actions. Donc ça, c'est un moteur pour changer ses habitudes. Avoir des retombées, donc une observation sur j'ai agi et donc quel a été le résultat. Donc observer des retombées directes de sa propre implication. Ne pas perdre de temps. Et réaliser aussi des actions ludiques et récréatives. Ça, c'est des façons de pouvoir s'impliquer et d'avoir une action individuelle qui agit sur des impacts plus collectifs. Des attentes fortes en faveur d'une action donc globale qui va dépasser sa sphère individuelle, et plus d'un répondant sur deux souhaite que les actions conjointe soit menée par des entreprises ou des pouvoirs publics pour vraiment motiver son action individuelle. Donc il y a une volonté, une attente de pouvoir participer à un portage au-delà de l'associatif ou de l'individuel. Hop, j'arrive pas à passer à la diapo. La dernière, voilà. Donc on a, vous voyez, des réponses qui se recroisent en lien avec le profil, et puis des éléments que l'on va intégrer, comme tous les autres, dans notre réflexion sur la partie implication citoyenne dans un projet de territoire qui se traduira dans la charte. Voilà, donc on a fait le tour des éléments qu'on voulait vous présenter. Peut-être pour conclure, donc rappelez à nouveau que l'ensemble de cette matière qu'on vous a présentée, donc sur les ateliers, l'enquête en ligne, les temps immersifs, sont autant de matières qui vont alimenter les réflexions que nous on mène au niveau de l'équipe et surtout avec nos élus. Voilà, et qu'il y a un prochain temps sur lequel vous allez être sollicité, ça va être la 4e vague d'atelier et ça va être la dernière parce que nous sommes vraiment aujourd'hui dans la phase d'écriture du projet de charte. Donc sur les mois qui arrivent jusqu'à l'été, on est vraiment sur la rédaction du document. Donc une dernière vague d'atelier qui aura lieu la dernière semaine de mars, c'est-à-dire la semaine du 25 mars. Donc on vous adressera bien évidemment, comme habituellement, des invitations. Donc pour le moment, on ne peut pas encore vous dire parce qu'on n'a pas encore arrêté les localisations exactes. Mais voilà, sachez que il y aura un atelier par soir, tous les soirs de cette semaine du 25 mars. Et on discutera à ce moment-là vraiment des mesures qui seront, donc c'est-à-dire des actions et des objectifs qui seront inscrites dans la charte.